sans plus tarder, je vais laisser la parole à Alain. Juste quelques dates. Prochaine conférence thématique le 15 mars avec Bertrand Dutheil de La Rochère, qui sera donc une conférence sur la laïcité. Vous recevrez naturellement l'invitation dans les prochains jours. Et puis, tout au long du mois de mars, différents intervenants viendront. Nous aurons la venue de Bernard Monod, de Stéphane Ravier, de M. Dubois, qui viendront aussi parler de sujets importants dans l'idée, naturellement, de l'élection présidentielle et apporter Marine Le Pen à l'Élysée, au porte du pouvoir. Vous le savez, nous y sommes, nous comptons sur vous, nos différents responsables aux quatre coins du département, mais vous attendent pour participer à cette aventure, à cette mission, celle de la conquête du pouvoir, celle de la renaissance de la France, et effectivement, nous comptons sur vous. Donc je vous remercie une nouvelle fois d'être présent. Je laisse la parole à Alain. Je vous demande d'applaudir une nouvelle fois. Bien, bonsoir à tous tout d'abord, et merci de cet accueil qui est d'ores et déjà extrêmement chaleureux. Je remercie tout spécialement, bien sûr, Julien pour cet accueil redoublé, puisqu'effectivement, nous avions lancé la section de Haute-Garonne du collectif Racine il y a maintenant quasiment 2 ans, c'était en mai 2015. Et je souhaite tout autant remercier, quitte à me gêner peut-être un peu, et féliciter publiquement Gilbert, qui a été depuis donc 2 ans l'un de nos responsables départementaux les plus investis. On lui doit tout particulièrement, et je vais introduire mon propos par des remarques sur le rôle qu'a joué le collectif Racine, comme les autres collectifs du reste du Rassemblement Bleu Marine, quant à l'élaboration du projet de Marine Le Pen. On doit tout particulièrement à Gilbert d'avoir contribué extrêmement utilement et de façon extrêmement pertinente sur des questions tout à fait essentielles qui sont celles de l'enseignement professionnel. Donc, je crois qu'on peut applaudir Gilbert. Voilà, donc, effectivement, pour remettre, si vous voulez, en contexte, d'abord, je vais vous proposer une conférence, on peut appeler ça comme ça, quoi que ce soit un peu pompeux, que je fais avec des variantes déjà depuis plusieurs mois, qui est l'une des conférences thématiques proposées par la vice-présidence stratégie communication de notre mouvement. J'ai entendu bien que d'autres conférenciers thématiques dont viendraient prochainement dans mon département. Je l'ai un peu modifié cette conférence parce qu'évidemment, au gré de l'évolution de notre travail, et notre travail principal, ça a été de contribuer, bien sûr, donc au projet de Marine Le Pen. Il y a des choses que je ne pouvais pas dire un temps parce qu'elles étaient dans les cartons, en quelque sorte, qui ensuite ont été révélées, et nous avons atteint une date cruciale le week-end, non pas dernier, c'était il y a déjà 2 semaines, il y a 15 jours, c'est ça, hein, à Lyon, puisque c'est à Lyon qu'a été présenté le projet définitif de notre candidate. C'est 144 engagements pour la France. J'ai été, ce qui a été, à ma modeste mesure, eh bien, une sorte de petite reconnaissance quand même pour le travail que j'ai conduit avec des gens donc, comme Gilbert à la tête du collectif Racine. J'ai eu le plaisir et l'honneur de porter publiquement en plénière lors de ces assises présidentielles, où certains d'entre vous peut-être étaient, eh bien, les engagements de notre candidate concernant l'école. Donc, du fait qu'à présent, le projet pour la France de Marine Le Pen soit connu, eh bien, je vais un peu moduler mon propos par rapport à ce qu'il a été durant les mois précédents. Je vous propose assez classiquement de faire une sorte d'état des lieux dans lequel vous allez retrouver ce que vous savez au sujet de l'école et malheureusement de ses multiples dysfonctionnements. Parce que ce propos s'intitule « Un enjeu pour toute une nation ». Nous sommes évidemment tous, absolument tous, concernés par notre école. Que nous soyons enseignants, comme c'est mon cas, et le cas de quelques-uns d'entre vous également ici, que nous soyons parents ou grands-parents, l'école nous concerne tous, l'école qui dysfonctionne, on va le dire, et on va essayer d'en établir les causes. Eh bien, cela, bien souvent, nous affecte, nous touche, notamment nous inquiète quant à l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, je vais très classiquement présenter, en quelque sorte, ce que sont les causes
de ce dysfonctionnement que connaît notre système scolaire et aussi notre université. Puis j'articulerai à cette partie analyse une présentation donc des solutions qui sont à la fois des solutions de bon sens, des solutions réalistes, mais aussi extrêmement ambitieuses, fortes d'ambition pour l'avenir de notre pays, les engagements donc que notre candidate soumet aux Français. Alors d'abord, pour dire un mot de ce qui ne va pas dans notre système scolaire, car décidément, il se porte bien mal, il peine au plus haut point à accomplir ses missions, eh bien, il faut quand même commencer par quelques rappels. Le premier rappel que je peux commencer par vous proposer, eh bien, c'est le nombre tout à fait important d'enfants qui sortent de l'école primaire sans maîtriser les fondamentaux et tout particulièrement sans savoir correctement ni lire ni écrire. Les chiffres, comme souvent, sont assez largement minorés. L'on peut estimer, sans exagération, mais très pragmatiquement, que nous avons quelque chose comme 30 ou 40% d'enfants qui entrent en 6e sans maîtriser la lecture ni l'écriture. Voilà un premier rappel. Un autre rappel, c'est eh bien l'imposture. Année après année, nous avons communiqué là-dessus. L'imposture qui est hélas devenue le bac. Et on nage en matière de baccalauréat comme à d'autres niveaux en plein non-sens, puisque je sais bien la charge symbolique dont cet examen est investi, l'angoisse, même parfois qu'il peut susciter auprès des jeunes gens et de leurs familles, qui sont dans l'attente angoissée de l'échéance et des résultats. Or, le bac est, force est de le reconnaître, devenu une très large imposture, puisqu'il s'est agi depuis une bonne vingtaine d'années, je situerai chronologiquement les réformes, de le donner à peu près à tout le monde, si bien que, évidemment, un examen que tout le monde, ou à peu près, décroche du premier coup, est un examen qui n'a plus aucune valeur, un examen qui n'opère pas la fonction qui devrait être la sienne de permettre aux jeunes gens de s'orienter en connaissance de cause dans telle ou telle voie, en sachant effectivement où ils ont des chances de réussir. Bref, le bac est très largement aujourd'hui devenu une imposture. Ce n'est pas du tout une condition suffisante pour la réussite d'études et pour réussir dans la vie active. C'est tout au moins, tout au plus certes une condition nécessaire, mais ce diplôme a perdu sa valeur et est donc très profondément dévalorisé. Et puis, pour prendre les choses en quelque sorte par niveau, l'imposture se poursuit au collège, à l'université, puisque nous le savons, il y a des voies dans lesquelles s'engagent pléthore d'étudiants, dans lesquelles ils espèrent effectivement se réaliser, réussir, mais comme elles aussi, et j'analyserai cela, faute de pratiquer une sélection juste à ce niveau-là encore, eh bien, les titres universitaires perdent leur valeur et les enfants, bien souvent, quand ils en décrochent, eh bien, n'obtiennent pas pour cela, effectivement, des chances de réussite dans la vie active. Bref, notre système scolaire, comme notre système universitaire, eh bien, dysfonctionne très profondément. Alors, évidemment, la question est de savoir comment en est-on arrivé là. Comment en est-on arrivé là? Et en cette matière, comme en beaucoup d'autres, le même diagnostic s'impose. C'est que la situation actuelle est le résultat tout à fait direct de 30 ou 40 années. Je daterai une première réforme au milieu des années 70, 40 années donc, bien largement, de réformes qui ont été pratiquées par les gouvernements successifs, qu'ils soient de gauche ou de droite, du reste, n'y change rien, et qui sont des réformes qui sont aberrantes, qui sont une suite d'aberrations et de surcroît une suite de renoncements. Je décrirai le détail, bien entendu, de ces principales réformes qui ont conduit notre système dans la situation qui est la sienne aujourd'hui. Mais je dirais, de sorte à donner une cohérence d'ensemble à mon propos, que l'ensemble des réformes donc pratiquées par les gouvernements de gauche comme de droite depuis 40 ans ont en fait un double dénominateur commun. Elles sont ces réformes, et ils sont les différents ministres et les différents passages au ministère de l'Éducation nationale, inspirés par deux idéologies qui ont en quelque sorte convergé et concouru ensemble à la situation que nous connaissons. D'abord, une idéologie que je qualifierais d'égalitariste. J'ai évoqué tout à l'heure dans mon propos introductif
les effets fâcheux de l'absence de sélection, eh bien c'est par égalitarisme, et j'expliquerai dans un instant que l'égalitarisme c'est le contraire de l'égalité bien comprise, de l'égalité avec laquelle nous souhaitons, avec Marine Le Pen, renouer. Cette idéologie égalitariste s'est trouvée redoublée en quelque sorte dans ses effets néfastes à partir de la fin des années 80 par une autre idéologie tout à fait pernicieuse également, qu'il est coutume d'appeler le pédagogisme, dont je vous décrirai les formes, et sans doute cela rappellera-t-il un certain nombre de choses à quelques-uns d'entre vous. Et puis, il y a par ailleurs une autre idéologie tout à fait négative aussi, qui a eu les mêmes effets délétères, qui est, nous la connaissons, elle est plus générale qu'elle dépasse les simples questions scolaires, qui est l'idéologie, je dirais de façon peut-être un peu rapide, de l'anti-France. Il y a eu, de la part de nos gouvernements successifs, eh bien, un reniement continu, poursuivi, et qui s'est amplifié en réalité, si on regarde le détail, de tout ce qui est national et républicain. Et bien entendu, nos élites portent une responsabilité majeure dans cette conversion antinationale et anti-républicaine, disons pour le dire vite, aux dogmes ultralibéraux de l'euromondialisme. Concernant l'égalitarisme, eh bien, l'égalitarisme, c'est cette idéologie selon laquelle on parviendrait à démocratiser l'école et donc à la rendre plus égalitaire en abaissant le niveau d'exigence et les contenus effectivement enseignés. La forme peut-être la plus claire qu'a pris, et la plus originaire d'ailleurs, qu'a pu revêtir cet égalitarisme, eh bien, c'est la réforme Abi de 1975, qui ne parle pas à tout le monde ici, mais qui parlera à tout le monde si je dis que c'est cette réforme Abi 1975, donc il y a 42 ans, qui porte création du collège unique. Le collège unique, c'est le collège qu'on a donc inventé dans les années 70, qui a mis quelques temps à se mettre en place, puisque, je vous acquiescer, vous savez, certains d'entre vous le savent, que longtemps, dans les faits, a continué d'exister un palier de sélection au niveau de la fin de la 5e, mais qui s'est mis en place véritablement au cours de la fin des années 70 et au cours des années 80. Le collège unique, c'est un collège dans lequel on a considéré qu'il ne s'agissait pas d'opérer la moindre sélection des enfants, qu'il s'agissait d'enseigner à tous et donc à chacun, eh bien, effectivement, totalement la même chose. Qu'il ne s'agissait surtout pas, et on retrouve effectivement l'affreuse idéologie égalitariste, disais-je, mais la crainte panique d'opérer ce qu'on a commencé à appeler des discriminations, c'est cette idée, donc, selon laquelle, eh bien, tous les enfants devaient avoir les mêmes compétences, les mêmes appétences, et sous prétexte de ne pas opérer de distinction, eh bien, on a prétendu enseigner exactement la même chose à tous. En réalité, cette loi Abi, ce collège unique, cette idéologie égalitariste a consisté à niveler par le bas les exigences et les contenus effectivement enseignés. Et il y avait là un redoutable contresens qui était commis sur l'égalité. Parce qu'il faut bien comprendre que même si les mots se ressemblent, égalitarisme et égalité, ce n'est absolument pas la même chose, et c'est même l'opposé. L'égalitarisme, ce n'est pas le moins-disant pour tous. L'égalitarisme, c'est le moins-disant pour tous, mais la véritable égalité, c'est eh bien, ce qui, au contraire, consiste à donner beaucoup à tout le monde pour permettre eh bien, aux plus méritants, à ceux qui ont le plus de compétences aussi, parce que les compétences, ça existe, eh bien, de réussir le mieux. Pour cibler davantage les responsabilités, eh bien, l'origine de cette fâcheuse idéologie égalitariste est à rechercher dans la sociologie, notamment chez un sociologue qui était quasiment le sociologue officiel de ces années-là et dont l'influence s'est poursuivie encore bien au-delà, qui est Pierre Bourdieu. Voilà, le contresens de Bourdieu. Bourdieu qui était pourtant, pour ceux qui ne le connaissent pas, quelqu'un qui devait, à l'école de la République, à l'époque où elle enseignait vraiment, et où elle était méritocratique et ambitieuse pour tous les enfants, qui devait de petits paysans du Béarn, je crois, d'être devenu agrégé de philosophie, d'avoir fait l'école normale supérieure et d'être devenu professeur de sociologie au Collège de France. Eh bien, Bourdieu a cassé tout ça. Puisqu'il a considéré que l'école se démocratiserait si on abaissait le niveau, et il a commis ce grossier contresens
sur l'égalité républicaine. Parlons du présent. Pour boucler la boucle, je dirais, je l'ai souvent dit et souvent écrit, que la réforme Vallaud-Belkacem du collège crée un collège encore plus unique que le collège unique. Le nivellement par le bas, la révision à la baisse des contenus enseignés, bref, tout cela qui, au lieu de remédier aux inégalités sociales, les a en réalité accrues. Parce qu'il faut bien comprendre que moins on enseigne, plus sont laissés sur le bord du chemin ceux des enfants qui ont tout à attendre de l'école. Eh bien, la réforme Vallaud-Belkacem du collège, qui a été l'horreur toute l'année durant des professeurs de collège, peut-être y en a-t-il parmi vous, puisqu'elle est entrée en application à la rentrée 2016, la réforme Vallaud-Belkacem du collège crée un collège encore plus unique que le collège unique. On a encore révisé à la baisse les exigences, les contenus enseignés, par la création notamment, c'est un moyen mis en œuvre déjà depuis une vingtaine, une trentaine d'années même, de ces gadgets interdisciplinaires. Alors, j'explique très rapidement. Vous voyez, on crée un pseudo-enseignement interdisciplinaire. L'interdisciplinarité est très à la mode, enfin elle est tellement à la mode depuis longtemps que la mode n'en finit plus, on n'en peut plus de l'interdisciplinarité. En fait, l'interdisciplinarité, c'est un prétexte pour amputer les disciplines d'une partie de leurs horaires. Et alors, l'on crée des enseignements prétendument transversaux, mais en fait, en privant les enfants d'un nombre d'heures, nous nous sommes fait un devoir de faire le calcul, ça se chiffre en centaines d'heures, perdues en français, perdues en mathématiques, voyez, sous prétexte d'interdisciplinarité. Donc, vous voyez, révision à la baisse des contenus enseignés, des exigences, ce qui se fait toujours au détriment des enfants qui sont issus des milieux socio-culturels, disons, les moins favorisés, c'est-à-dire ceux qui ont justement tout à attendre de l'école. Ça a été, en quelque sorte, un vecteur qui a été efficient depuis 40 ans, de cette réforme du collège d'il y a 42 ans, la réforme Habib 1975, jusqu'à la dernière réforme du collège, la catastrophique réforme Vallaud-Belkacem du collège. À cet égalitarisme dont je viens d'essayer de décrire les formes, eh bien, c'est rajouté en quelque sorte une autre idéologie tout aussi pernicieuse, tout aussi délétère, au point qu'elle a même conduit à des aberrations qui sont manifestes, je vais essayer de vous en citer quelques-unes, qu'il est d'usage de désigner comme étant le pédagogisme. Pour renvoyer à la réforme, en quelque sorte, qui institutionnalise le pédagogisme, eh bien, il faut évoquer cette autre réforme, cette autre loi d'orientation et de programmation qui date de 1989, qui est la loi Jospin. Les mêmes, Bourdieu et Philippe Mérieux, dont je parlerai dans un instant un peu plus, sont là, hantent les couloirs de la rue de Grenelle, conseillent les ministres, c'est même plus que les conseils qu'ils leur apportent, influent les syndicalistes, les syndicats de gauche, voire d'extrême gauche. Monique Vuaya, pour citer un exemple précis, qui était à l'époque secrétaire général du SNES, du syndicat majoritaire chez les enseignants du secondaire, eh bien, se vantait quelques mois, je crois, après l'adoption, la promulgation de la loi d'orientation de 1989, d'en avoir coécrit le texte à la virgule près. Voilà, ces gens-là ont concouru. Alors, qu'est-ce que le pédagogisme? Le pédagogisme, c'est d'abord l'idéologie tout à fait sidérante, quand on a encore une once de bon sens, selon laquelle c'est pas à l'enseignant, ce n'est pas au maître qu'il s'agit de transmettre en direction de l'élève, qu'il s'agit de transmettre à l'élève le savoir, mais c'est à l'élève, qu'on a cessé d'ailleurs d'appeler l'élève, qu'on a enseigné à appeler en cette période-là l'apprenant, eh bien c'est à l'élève qu'il s'agit de construire son propre savoir. Voilà, c'est à lui qu'il revient de construire son propre savoir. Alors, ça s'est marqué par une multitude de manifestations. Ça pourrait paraître anecdotique, mais c'est au contraire chargé de sens. C'est l'époque où les estrades, qui elles-mêmes n'étaient que ce qui restait des chaires dans l'école de la Troisième République, eh bien, disparaissent. Les établissements scolaires, les lycées particulièrement, qui sont fabriqués, qui sont construits à partir du début des années 90, ne comportent plus d'estrades.
Le mien en comporte encore parce que c'est un lycée qui a été construit qu'à mon âge, qui a été construit au début des années 70. Oui, pourquoi supprimer des estrades? Parce que les estrades géométrisent, en quelque sorte, une certaine conception de la transmission du savoir. Une conception que les théories pédagogistes ont qualifiée avec mépris de conception verticale. De conception selon laquelle eh bien, le maître n'est pas l'égal de l'élève, qu'il est en position en quelque sorte en rapport vertical à l'élève et que cette verticalité est la condition de la transmission du savoir. Eh bien, ces choses, mesdames, messieurs, qui nous paraissent à tous d'absolu bon sens, je vous rassure tout de suite, avec lequel les engagements de Marine Le Pen s'emploient bien entendu à renouer, cette chose qui nous paraît donc d'absolu bon sens, que l'élève n'est pas l'égal de l'élève, que l'élève est là pour apprendre, le maître pour lui transmettre un savoir qu'il détient, voilà exactement ce qu'a battu en brèche la loi Jospin de 1989. Il s'est agi au contraire de considérer que l'élève et le maître, l'apprenant et l'enseignant, ou le prof, eh bien, se situaient l'un par rapport à l'autre dans un rapport d'horizontalité. Alors, non seulement d'horizontalité, mais non seulement suppression ou disparition des estrades, mais il y a eu une véritable inflation de nouvelles pratiques pédagogiques qui ont consisté, par exemple, vous voyez, à travailler en groupe. Donc, le professeur ne dispense plus une parole du haut de l'estrade, ou du haut de la chaire, comme sous la Troisième République, mais demande aux élèves de se regrouper, de mettre les tables ensemble, en petits carrés, pour qu'ils cherchent par eux-mêmes le savoir qu'ils sont supposés pouvoir construire d'eux-mêmes. Et puis ça a été d'autres choses encore. La multiplication, tout ça a des origines lointaines. On pourrait remonter jusqu'à Rousseau, jusqu'à l'Émile de Rousseau, parce que après tout, pour ceux qui connaissent ce texte, le 18e, dans l'Émile ou de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau, c'est un peu la façon dont Rousseau se rapporte à Émile. Hein. Plutôt que de lui apprendre la géographie, les points cardinaux, il va se balader avec lui dans la forêt, il lui dit maintenant à toi de retrouver le nord, de nous permettre de rentrer chez nous. Voilà. Bon. Alors, ce pédagogisme, ça a été aussi, pour citer plus précisément la loi Jospin de 89, une phrase qui dit tout, hein, qui ne porte pas le terme de construction, mais qui en dit tout aussi long. On lit dans la loi Jospin de 89 qu'il s'agit de placer l'élève au centre du système. Bon, ce qui en soi n'est pas totalement aberrant, parce qu'après tout, oui, les établissements scolaires, le système scolaire, eh bien, vise d'abord le bien de l'élève. Mais écoutez donc la suite de la formule, placer, on cite généralement tronqué, pas jusqu'au bout. Il s'agit, dit la loi Jospin de 89, de placer l'élève au centre du système comme référent de la culture commune. Mesure-t-on ce que cela signifie exactement? Comme référent de la culture commune. C'est l'élève qui devient le référent de la culture commune. Bon. Eh bien, maintenant qu'on mesure un peu, puisque en quelque sorte je la dramatise, la formule, je la théâtralise, on sent bien que si l'élève est le référent de la culture commune, il n'y a plus lieu de vouloir lui apprendre quoi que ce soit. Voilà. Il n'y a plus lieu de chercher à lui apprendre quoi que ce soit. Alors, cela s'est traduit dans les faits. Je vais en donner une illustration en exemple. Par exemple, on s'est dit en certains établissements situés plutôt dans les zones sensibles de notre République, ou dans les territoires perdus de notre République, eh bien que là, la culture commune, il fallait ériger en référent de l'élève, ce n'était certes pas la littérature française, ses grandes œuvres, ses grands textes, mais c'était la culture urbaine, on va dire. Par exemple, le rap. Voilà. Et du fait qu'il s'agissait, ou il s'est agi, de placer l'élève au centre du système comme référent de la culture commune, on s'est mis à lui enseigner le français, non pas sur la base des grands textes de notre littérature, non pas sur la base de nos grands auteurs, mais sur la base des textes de rap. Ceux d'entre vous qui ignoreraient ces procédés pourraient s'imaginer que je suis en train de, je ne sais pas, d'exagérer, que je suis en train de monter en épingle quelque chose qui s'est fait de façon très marginale à la périphérie du système. Non, c'est quelque chose qui s'est fait sur une grande échelle, à grande ampleur. Voilà.
il ne faut pas eh bien, que l'école prétende, parce que, je ne sais pas, peut-être s'est-on imaginé que c'était là une violence qu'on lui faisait, prétendre élever l'élève au-dessus de ses références culturelles. Donc, on s'est mis, par exemple, à lui enseigner des textes de rap, et cela a donné des choses dont j'ai la mémoire tout à fait fidèle, parce que j'avais déjà à l'époque un intérêt critique, si vous voulez, pour les questions scolaires dans les années 90, ou même après. Eh bien, effectivement, je me rappelle, on pourrait faire une recherche qui serait très rapide sur Internet des différents sujets qui ont pu être proposés, notamment au bac de français. Eh bien, les textes littéraires n'étaient plus forcément la norme. Le texte de bac pouvait devenir, avec une autre idéologie sous-jacente, mais là qui dépasse la question scolaire, telle chanson, je pense que c'est resté gravé dans certaines mémoires, tel texte de chanson de Pierre Perret, alors vous me direz que c'est parce que les élèves écoutent, mais qui était Lily, je crois, c'est-à-dire une ode complètement abrutissante, chargée, vous savez, de cette idéologie répugnante de la repentance, hein, pour culpabiliser, voilà, bon, eh bien voilà, quels étaient devenus les sujets de français. Bon, alors, je suis un peu long sur chaque point, peut-être qu'il n'y a pas que c'est mais j'espère bien qu'un dialogue puisse s'instaurer entre nous tout à l'heure. La loi Jospin, pour terminer avec elle, a véritablement institutionnalisé. Je le disais, ce ne sont pas des expérimentations. Ça a été fait sur une très grande échelle. A véritablement institutionnalisé cette idéologie pédagogiste, donc on mesure bien qu'elle redouble, qu'elle amplifie les effets déjà délétères de l'égalitarisme. Son institutionnalisation du pédagogisme, ça a été la création des tristement célèbres IUFM, Instituts universitaires de formation des maîtres. C'est-à-dire ces instituts dans lesquels, de façon obligatoire bien entendu, hein, on forme les enseignants, ou les futurs enseignants, ou ceux qui viennent d'avoir le concours et qui sont en attente durant leur année en tant que stagiaires de titularisation. L'UFM, ce fut, et ça continue d'être, hein, même si ils ont été suspendus sous Sarkozy, mais ils ont été rétablis sous Péillon, par Péillon, et qu'aujourd'hui ça ne s'appelle plus les UFM, ça s'appelle les SP, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Ils continuent d'exister, et c'est les mêmes qui officient au sein des UFM. L'UFM, ça a été, pour le dire comme ça, le temple du pédagogisme, les temples du pédagogisme. J'utilise ce vocabulaire, vous voyez, parce que on est là dans un phénomène qui est quasiment celui d'une hallucination collective. On voit bien que ce que j'ai dit du pédagogisme déroute tout simplement le bon sens. Alors évidemment, comme dans tout temple, il y a eu des moines du pédagogisme. Les moines du pédagogisme, ce sont les formateurs d'IUFM, les maîtres formateurs, comme on les a appelés pendant un temps. Un petit détail que vous avez trouvé piquant, il s'avère que ces maîtres formateurs des UFM souvent sont devenus formateurs parce qu'ils ont fui les élèves réels, hein, qu'ils se sont en quelque sorte planqués dans les UFM. Je vois Gilbert qui valide, nous en avons tous connu. C'est-à-dire que nous avions dans les UFM, enfin moi je suis passé entre les mailles du filet, pour des raisons que j'expliquerai tout à l'heure peut-être. Ces formateurs des UFM étaient là et en position, avec un pouvoir exorbitant, hein, là pour dire aux néo-enseignants comment il fallait qu'ils s'y prennent pour enseigner, alors qu'eux-mêmes n'étaient pas capables de remplir leurs fonctions face à des élèves réels. Un petit point d'espoir quand même, parce que le tableau que je vois, c'est quand même tout à fait inquiétant et déprimant même. Hein. On réformera, sinon à budget constant, mais du moins dans un esprit de sérieux budgétaire. J'anticipe un peu sur ma deuxième partie, mais un motif d'espoir donc. Il ne va pas s'agir, comme l'a fait Hollande, de recruter 60 000 enseignants supplémentaires, parce que les effectifs sont suffisants. L'éducation nationale, c'est le deuxième budget de l'État, figurez-vous, après le remboursement des intérêts de la dette. Il s'agira donc de bien mieux enseigner avec le même nombre d'enseignants, ou un nombre, en tout cas, fort peu inchangé. Le moyen pour cela, ce sera particulièrement de faire en sorte que tous les enseignants enseignent devant des élèves réels. Car on chiffre à entre un sixième et un huitième d'équivalent temps plein, ce qui est énorme, le nombre d'enseignants qui n'enseignent pas, qui font autre chose, notamment qui sont formateurs dans les UFM.
Eh bien, dans cette perspective-là, il va s'agir de demander, puisqu'on supprimera, ça va sans dire, les SP ou les UFM, donc il s'agira de demander aux formateurs d'UFM de retrouver le chemin des salles de classe et donc de montrer leur immense savoir-faire en termes de pédagogie devant des élèves réels. Voilà, un petit mot pour espérer. Et puis, je m'en voudrais de ne pas en parler un peu plus, je l'ai évoqué tout à l'heure, comme dans tout phénomène d'hallucination collective, ou tout phénomène sectaire, donc les temples, les UFM, les moines, les formateurs UFM, il fallait bien un pape ou un grand gourou du pédagogisme. Eh bien, ce grand gourou, c'est Philippe Mérieux. Philippe Mérieux, que le grand public ne connaît peut-être pas forcément, il faut sans doute avoir été ou être de la partie pour savoir qui il est. Le hasard d'une représentation, puisqu'il m'est demandé de représenter Marine Le Pen dans un certain nombre d'événements qui concernent l'éducation, a fait que je me suis retrouvé devant 2000 personnes lors du congrès annuel d'une association que je ne connaissais pas auparavant qui s'appelle les Semaines sociales de France. Je me suis retrouvé par hasard, je ne m'y attendais pas 2 minutes avant, face à lui, enfin nous étions alignés sur une table, vous voyez, qui était sur une estrade, qui faisait face au public. Je me suis retrouvé dans une position de débattre avec lui. Voilà, c'est-à-dire que j'avais en face de moi, grâce à cette association catholique sociale, les Semaines sociales de France, j'avais devant moi celui qui est pour moi la plus aboutie des incarnations de tout le mal qu'on a fait à notre pauvre école et au-delà à notre université. Si vous voulez prendre le temps et puis avoir une petite envie, un petit motif en quelque sorte, d'illustrer mon propos et de sourire en même temps, je vous renvoie sur le site du collectif Racine au compte-rendu de cet événement. Les photos sont déjà en elles-mêmes intéressantes puisqu'il y a un représentant par parti politique, enfin tous les partis n'étaient pas représentés. Mon homologue chez LR, Annie Devar, était absente, nous a fait une vidéo, enfin, sa parole a été retransmise par vidéo à la salle. Il y avait un représentant spécialiste éducation du Front de gauche, spécialiste éducation, en tout cas quelqu'un qui en fait fonction du Parti socialiste, je ne sais plus qui d'autre encore, et puis de part et d'autre de la table, moi-même qui représentais donc Marine, et à l'autre bout, ce Philippe Mérieux. Les photos en elles-mêmes parlent parce que nous nous toisons. Voilà. Nous le toisons et c'est exactement ce que je fais. Pour moi, il est l'incarnation de tout ce qui a conduit notre école dans la situation qui est la sienne. Il fut le directeur de l'UFM de Lyon et lui aussi, évidemment, a très directement inspiré le ministre. Bon, alors, la deuxième, je vous avais parlé de 2 courants, en quelque sorte, 2 vecteurs convergents pour expliquer la situation de notre système scolaire et universitaire. Le deuxième aspect, qui déborde de très loin d'ailleurs, le protocole de Lisbonne. La loi Fillon de 2005, Fillon donc on l'a compris obéissant, loi sur la culture du pantalon, a lieu, eh bien c'est plusieurs choses. D'abord, le socle commun de connaissances et de compétences. Comme le langage peut être souvent un piège. Quand on entend et qu'on n'est pas initié, cette formule de socle commun de connaissances et de compétences, on pourrait s'imaginer qu'il s'agit des fondamentaux. Après tout, ça y ressemble. Eh bien, absolument pas. Le socle commun de connaissances et de compétences, c'est même exactement l'inverse. Le socle commun de connaissances et de compétences, c'est ce qu'il est considéré par l'UE et par le ministre, qui en sont les services exécutants, comme ce que doit maîtriser l'enfant, le jeune, pour, et tel est l'objectif auquel se trouvent réduites les finalités de notre école, pour être employable sur le marché du travail, mais dont l'employabilité est bien entendu conçue selon le critère de flexibilité et non pas du tout comme étant employable en pouvant réussir véritablement une carrière qui soit motrice d'élévation sociale. Ce qu'on a voulu faire en fait, pour être plus clair, parce que je n'ai pas l'impression de l'être optimalement, eh bien, c'est finalement que les gens sortent du système scolaire en étant les moins
savants possibles, les plus ignorants possibles, d'accord, en étant surtout très largement incapables d'exercer leur sens critique. Parce que pour devenir des travailleurs flexibles, hein, et des employés dociles, il ne faut pas qu'ils sachent. Il ne faut pas qu'ils puissent exercer leur sens critique. Alors ça, c'est l'imposture notamment qu'on retrouve, peut-être n'est-ce pas totalement généralisable, mais dans le fameux principe selon lequel il s'agit de se former tout au long de la vie. Bon. Alors qu'il faille se former tout au long de la vie, là aussi, c'est une formule piège. Ça s'entend, parce que on s'enrichit de son expérience, et donc cela nous forme. Nous l'entendons totalement. Mais l'idée d'une formation tout au long de la vie, c'est fait le prétexte pour revoir à la baisse la formation initiale. Et lorsque les gens, effectivement, sortent en étant sous-diplômés, ils sont jetés sur le marché du travail et ils sont employables et corvéables à merci. Le socle commun de connaissances et de compétences, ce n'est absolument pas donc les fondamentaux. C'est un certain nombre de choses tout à fait minimales, mais enrobées dans une sorte, là encore, de jargon technocratique, qui permettront simplement aux jeunes, sortant de l'école, d'être donc employables et flexibles, corvéables à merci. Alors, c'est différentes choses, le socle commun de connaissances et de compétences. C'est, par exemple, la vénération du dieu numérique. Il s'agit, à tout prix, eh bien, de faire du numérique le moyen de tout enseignement. On met les enfants devant des ordinateurs, on utilise des tableaux interactifs plus récemment, et c'est ça qui va se charger de les élever dans le savoir. On voit bien évidemment que c'est une imposture absolue, sauf dans certaines disciplines, où l'appel au numérique, auquel nous ne sommes pas du tout opposés d'ailleurs, en tant que matière à part entière, si vous voulez. Nous avons même proposé à Marine de procéder à la création de 2 nouveaux enseignements, dont un enseignement de sciences informatiques. Concernant l'usage du numérique partout, c'est d'un intérêt pédagogique qui est quasi nul. Voilà. Donc ça a été une des formes de la loi Fillon, du socle commun. Ça a été également, le socle commun, le tout anglais, dont il y a beaucoup à dire. Le tout anglais qui n'est pas la langue anglaise. Donc il faut bien que vous preniez la mesure, c'est que vos enfants qui sont au collège, au lycée, n'apprennent pas vraiment l'anglais. En réalité, ce qu'ils apprennent, c'est, et je vais le parler à dessein ainsi, l'English of International Communication, c'est-à-dire cette sorte de langue parfaitement usée qui ne sert qu'aux échanges planétaires. Le véritable anglais que m'a été donné, dont j'ai eu l'honneur, le plaisir même, de découvrir en poursuivant mes études en classe préparatoire notamment, où j'ai eu la chance d'avoir un très grand professeur d'anglais. Le véritable anglais, c'est, comme toute autre langue du reste, ce qui s'exprime à travers sa littérature. Et la littérature anglaise est évidemment magistrale. Non, l'anglais qu'on enseigne au collège et au lycée, c'est le globish, c'est-à-dire la langue de la globalisation. Voilà. Qui, d'ailleurs, a pour première victime le globish, l'anglais, la langue anglaise. Voilà, donc l'anglais, et puis, en troisième lieu, la loi Jospin de 89, c'est aussi le socle commun de connaissances et de compétences, c'est d'insinuer l'esprit d'entreprise dans l'esprit des enfants. Alors, on s'entend bien. L'école est incontestablement beaucoup trop, j'ai eu l'occasion de travailler sur ces questions-là avec Michael Sala, mon homologue de croissance collective, croissance de Marine. L'école est sans doute beaucoup trop déconnectée de l'entreprise. Ça, tout le monde en convient. Par contre, l'esprit d'entreprise au détriment de la culture humaniste, ça, ce n'est pas acceptable. Il ne doit pas y avoir de subordination, bien entendu, des enseignements dispensés au titre des règles, des normes qui valent dans le monde de l'entreprise. Et bien pourtant, c'est ce qu'a réalisé la loi Fillon de 2005. Il est toujours intéressant de lire les rapports préalables au texte de loi, aux lois définitives. Le rapport Tello de 2004, Tello, c'est le nom d'un haut fonctionnaire du ministère de l'Éducation nationale qui a coécrit, qui a rédigé, qui a fait une première version de la loi. Le rapport Tello de 2004 est extrêmement explicite sur les perspectives de cette loi Fillon de 2005.
je le cite, Thello nous dit « Les compétences fondamentales pour le citoyen du XXIe siècle sont en définitive l'anglais de communication internationale et les technologies de l'information et de la communication. » Voilà ce qui suffit à ce que vos enfants et petits-enfants soient jetés sur le marché du travail en étant employables, flexibles et corvéables. Et puis, bien entendu, la soumission de nos élites à tout ce qui est supranational et le détournement symétrique de tout ce qui est national et français, ce point est évidemment nous touche au cœur, nous qui aimons la France, a consisté à éliminer progressivement mais sûrement tout ce qui pouvait y avoir dans les contenus enseignés de culture nationale. Nous nous sommes posé la question, on avait écrit cela en ces termes mêmes, de savoir, suite à la mise en application de la réforme du collège, d'où Najat Vallaud-Belkacem tenait son aversion pour la langue française. Qu'est-ce que la langue française avait bien pu faire endurer comme souffrance à la petite Najat pour qu'elle en dilapide aussi, avec autant d'application, l'héritage. Le processus était enclenché déjà depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, mais Najat Vallaud-Belkacem, c'est celle aussi qui a achevé de liquider les langues anciennes. Les langues anciennes qui ne doivent pas du tout être considérées comme étant un enseignement élitiste au mauvais sens du terme. Les langues anciennes, le latin tout particulièrement, dont la grammaire est un peu plus facile que celle du grec, a permis à des générations d'enfants, quel que soit leur milieu d'origine, de trouver en quelque sorte un éclairage absolument privilégié et irremplaçable sur le fonctionnement de leur propre langue. Qu'est-ce que le latin et le grec avaient donc fait à Najat Vallaud-Belkacem pour qu'elle leur porte atteinte à ce point? Et puis, la soumission de nos élites, ou en tout cas leur détournement, leur dédain peut-être, voire leur aversion à l'égard de la France, ça a été aussi, c'est assez connu cela par contre, la disparition programmée de pans entiers de notre histoire de France. Nous le savons tous. Le scandale est total, nous n'en revenons pas quand nous l'apprenons, quand les parents, j'imagine, et qu'on découvre comment fonctionne le système, on est en droit de se demander pourquoi donc n'est-il pas question, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas, de Napoléon par exemple, même de Gaulle, figurez-vous, est passé par profits et pertes, ce qui est pourtant l'histoire contemporaine. Bref, la disparition des programmes d'histoire, de toute espèce de transmission de l'héritage national, qui s'est évidemment amplifiée aussi. Je parle d'elle à plusieurs reprises parce que c'est la dernière en date par la réforme, la revoilà, Vallaud-Belkacem du collège, où l'islam occupe, selon des stratagèmes d'ailleurs qui sont parfois tout à fait opaques, une place presque plus importante que notre histoire nationale. Bon, alors, je viens de décrire un peu longuement les causes de la situation que connaît aujourd'hui notre système scolaire. Je voudrais, et je suis heureux de pouvoir les présenter là, directement devant vous, essayer de faire une sorte de panorama des engagements que notre candidate Marine Le Pen prend pour l'école de demain, pour l'école qu'elle réformera consécutivement à son accès en mai prochain à l'exécutif suprême. D'abord, et on verra qu'à bien des égards, nous avons exactement le contrepoint, en quelque sorte, de tout ce que je viens de décrire. D'abord, Marine Le Pen va en finir absolument et une bonne fois pour toutes avec l'égalitarisme. Marine Le Pen, qui est une véritable française, une véritable amoureuse de la France, et une authentique républicaine, sait très bien, elle, ce que c'est que l'égalité républicaine, et qu'il est l'exact opposé de l'égalitarisme. L'égalité véritable est bien compris, c'est-à-dire l'égalité républicaine, c'est d'abord l'égalité des chances. C'est-à-dire le fait de donner beaucoup à chacun, et tout particulièrement à ceux qui sont issus des milieux les moins favorisés,
qui ont donc, comme je le disais tout à l'heure, tout à attendre de l'école, et dont il n'est tout simplement pas acceptable que notre école ne leur donne pas les mêmes chances qu'à ceux qui sont issus des milieux les plus favorisés. L'égalité républicaine, c'est par ailleurs l'émulation par l'exigence. Et l'émulation par l'exigence, elle n'est possible que dans le cadre d'une école qui donne le sens de l'effort et permet de s'élever par son mérite. L'égalité républicaine, c'est-à-dire l'égalité véritable, eh bien, ce n'est finalement qu'un autre nom pour dire la méritocratie. Des chances égales données à tous les enfants, cela permet à chacun de pouvoir s'élever en proportion de ses aptitudes, mais j'y reviendrai, tous les enfants n'ont pas les mêmes aptitudes, et il doit être parfaitement honorable, et tout autant honorable que de s'élever dans la voie professionnelle ou dans la voie générale. L'égalité républicaine, la méritocratie, c'est de permettre à chaque enfant, selon les aptitudes qui sont les siennes, eh bien, de s'élever par son travail, par ses efforts, et à proportion de son mérite. Nous avons cité, dès l'origine du collectif Racine, souvent cité une très belle phrase de Paul Langevin, qui, à mon sens, me paraît être la formule chimiquement pure de cette égalité bien comprise. Paul Langevin disait que l'école devait permettre la sélection des meilleurs par la promotion de tous. Eh bien, voilà très précisément avec quoi il s'agit pour l'école de la République de renouer, et voilà exactement ce que les engagements de notre candidate permettent, proposent plutôt pour l'avenir de notre école. Pour citer ce projet, l'un des engagements majeurs de Marine Le Pen est donc justement de rétablir une véritable égalité des chances en retrouvant la voie de la méritocratie républicaine. C'est l'engagement 105. Je vous laisse vous référer à son programme. Alors, on pourrait dire que tout cela, ça reste des grandes formules, l'égalité des chances, la méritocratie. La première condition de l'égalité des chances, et je précise en insiste que tout se joue, l'essentiel se joue bien entendu dès l'école primaire, c'est-à-dire à la fois à l'école maternelle et à l'école élémentaire. Eh bien, pour que des chances égales soient données à tous les enfants, il s'agit bien sûr de leur transmettre les savoirs en allant du simple au complexe. Quant à dérouter le bon sens, on peut aller très loin. Même prétendu un temps enseigner l'histoire de façon spiralaire. Voilà. Donc non, on commence par le simple pour aller vers le complexe, et que l'enseignement du simple, ce que dit d'ailleurs le terme d'école élémentaire, les éléments du savoir. L'enseignement du simple, c'est d'abord les fondamentaux, c'est-à-dire que ce que doivent apprendre les enfants, et aucun d'entre eux ne doit sortir de l'école primaire sans les maîtriser, c'est savoir lire, écrire, compter, avoir des moyens de se repérer dans l'espace et le temps, et on commence par là, par l'apprentissage de l'histoire et de la géographie nationale. Eh bien, au nombre des fondamentaux, on le perçoit bien, parce que sa maîtrise insuffisante va compromettre l'ensemble d'une scolarité. Il y a la pratique de la langue, l'enseignement, enfin la connaissance du français. Marine Le Pen propose, c'est un autre de ses engagements, de réserver à l'école primaire la moitié du temps d'enseignement à l'apprentissage de la langue française. Ce sera, disons-le, parce qu'on n'a pas parlé de cette question, ce sera en même temps un vecteur d'assimilation. Un vecteur d'assimilation, parce que il s'agit, bien sûr, pour l'école, c'est le premier vecteur d'assimilation républicaine. D'ailleurs, nous sommes les seuls à parler d'assimilation. Eh bien, on ne veut pas faire vivre ensemble des gens. Nous ne sommes pas américains, nous ne voulons pas une société de melting pot avec des communautés, vous voyez, qui n'ont que peu en commun. Nous ne nous satisfaisons même pas de la simple intégration, parce que l'intégration, c'est un moins-disant. La République, c'est pas ça. La République, c'est l'assimilation, comme elle a été permise. Pour un Leonardelli ou pour un Abellio. Vous voyez, bon, l'assimilation, ça a existé. Bon, eh bien, l'école doit renouer avec cela. L'apprentissage du français à hauteur de la moitié de l'horaire en primaire, c'est une condition.
Et cela fera que nous n'aurons plus des situations aussi aberrantes, du moins pas dans la même proportion, où nous avons dans une même classe de collège eh bien, des enfants qui sont de 8 ou 12 nationalités et dont les 3/4 ne comprennent pas la langue française. Voilà. Donc, bien sûr, les fondamentaux et l'enseignement du français, le paquet, comme on dit un peu également, le paquet sur l'enseignement du français. Et puis, puisque nous parlions d'assimilation, il va falloir faire disparaître, bien sûr, un certain nombre de choses. Particulièrement un dispositif qui a été mis en place il y a assez longtemps, mais qui permet des choses tout à fait contraires au principe de la République, qui est le dispositif enseignement des langues et civilisation d'origine. Le fameux ou tristement célèbre dispositif ELCO. Le dispositif ELCO, figurez-vous, est un dispositif qui, sous prétexte que, après tout, les enfants venus d'autres pays auraient en quelque sorte plus de facilité à parvenir à la maîtrise de la langue française s'ils continuent à pratiquer leur langue d'origine. Voilà le prétexte, c'est un peu louche. Ça ne tient pas linguistiquement. En tout cas, c'est contraire au principe d'assimilation. Eh bien, donc, on leur dispense un enseignement de langue et civilisation d'origine, pour ne pas les déraciner. Bon, alors, l'assimilation républicaine, c'est pas le déracinement, enfin, c'est pas le reniement, mais ça porte bien son nom, l'assimilation. Hein, encore une fois, à Rome, fait comme les Romains. En France, on parle français. Et ce qui conditionne l'ascension sociale qui est permise à tous, qu'on s'appelle Abelio, Leonardelli ou autre chose, eh bien, c'est justement d'abord la maîtrise de la langue française. Et le fait qu'on la maîtrise, et si possible qu'on l'aime, et elle n'est pas difficile à aimer, notre langue, elle est tellement magnifique, qu'on l'aime est une condition et un signe extrêmement fort de ce que, oui, on devient français. Bon, Marine Le Pen, évidemment, s'engage à supprimer l'apprentissage des langues et cultures d'origine, et donc le dispositif ELCO. Et puis, puisque nous parlons d'assimilation, il faut aussi parler de laïcité. La laïcité, qui est un principe très français d'abord, presque exclusivement français, et m'a-t-il semblé même assez compliqué à comprendre pour certains Français. Je ne crois pas que on y revient, nos élites dirigeantes comprennent toujours forcément ce que c'est que la laïcité. Pourtant, c'est simple. La laïcité, c'est donc l'exigence de neutralité religieuse, particulièrement, qui est une condition de paix sociale, qui est une condition pour que, quel que soit après tout ce qu'on a le droit de maintenir dans la sphère privée, telle ou telle croyance, tel ou tel culte, eh bien, pour autant, l'espace public, enfin l'école, on l'étendra, le principe de laïcité, son application sera étendue, soit un espace dans lequel n'entrent pas les tensions qui peuvent naître effectivement des différentes de croyances, de coutumes et a fortiori des tentations prosélytes. Nous avons, enfin je dois parler de notre candidate, nous avions proposé un arsenal de choses pour que les établissements deviennent effectivement des lieux où la laïcité s'applique sans restriction. Nadja, qui revient, a permis, elle ne comprend pas la laïcité, elle ne peut pas la comprendre, a permis à des mères d'élèves d'accompagner les sorties scolaires. Alors c'est sûr que d'un point de vue du droit, c'est plus l'école, c'est extérieur. Leur a permis d'accompagner les sorties scolaires tout en étant voilés, par exemple. Bon, alors de cela nous ne voulons plus, puisque de toute façon nous étendrons la laïcité à tout l'espace public et aux universités où il ne s'applique pas. C'est une chose importante. Nous avons un moyen que nous avions proposé à Marine, qu'elle a repris dans son projet définitif, pour que la laïcité, au-delà de la neutralité, et l'égalité, c'est aussi une condition d'égalité, soit respectée. C'est l'instauration d'un vêtement uniforme. Alors, cette mesure ne doit pas être considérée comme quelque chose de passéiste, d'autant que le uniforme n'a jamais été absolument obligatoire inscrit dans le droit français. C'est un dispositif, on peut concevoir, on peut avoir un appel à projet, j'imagine,
d'ailleurs un uniforme très saillant, un vêtement uniforme tout à fait élégant, hein, qui permettrait peut-être aux jeunes garçons de commencer à apprendre à porter le costume, vous voyez, et aux jeunes filles une sorte de, je ne sais pas, de blazer ou d'ailleurs. Bon, on peut rivaliser d'ingéniosité quant à la forme que prendra ou que devra prendre cet uniforme. L'uniforme, le vêtement uniforme, n'a que des avantages. D'abord, il contribuera largement à résoudre les problèmes que posent les manifestations d'appartenance à telle ou telle communauté ou à telle ou telle religion. Le problème sera une bonne fois réglé, parce que le voile ne fera pas partie de l'uniforme qu'on trouve. Il estompera par ailleurs l'uniforme eh bien, les différences d'origine sociale, dont on a vu qu'il appartient à l'école justement de les transcender. Voilà. Et l'on sait bien que les enfants, les adolescents, peut-être davantage, sont tout à fait exposés aux messages, voyez, publicitaires, qui font qu'ils sont extrêmement soucieux de choses pourtant parfaitement accessoires et secondaires, comme la mode, que de ce fait, par leur tenue vestimentaire, manifestent-ils aussi des différences d'origine sociale. Eh bien, l'uniforme présentera cet immense avantage de gommer ces différences. Et puis, par ailleurs, l'uniforme présentera aussi cet insigne avantage que de recentrer l'élève sur l'essentiel, donc certainement pas la mode que je viens de le dire, mais sur leur progression dans l'acquisition des connaissances, le goût de l'étude et le sens de l'effort. En outre, un des engagements que notre candidate prend de façon parfaitement résolue, c'est son engagement son propre, c'est, exact au point là encore de ce que je décrivais comme étant le pédagogisme et ses aberrations, c'est bien sûr de rétablir l'autorité et le respect du maître. L'autorité n'a rien à voir avec la sanction. La sanction signale bien plutôt une sorte de faillite de l'autorité. L'autorité, c'est ce qui inspire naturellement le respect, et le respect qu'on doit à un enseignant, eh bien, il se fonde sur les compétences qu'il manifeste. Nous avons tous, aussi turbulents avons-nous été durant nos années de scolarité, cependant, respecter les maîtres, non pas tant parce qu'ils nous inspiraient la crainte, mais parce qu'ils nous inspiraient le respect, par le fait qu'ils étaient à la hauteur de leur fonction. Bon. Alors évidemment, là, il y a un chantier colossal pour rétablir l'autorité et le respect du maître, c'est de revoir la formation des maîtres. J'ai évoqué tout à l'heure les UFM. Eh bien, il faut en quelque sorte, dans les instituts de formation des enseignants, pardonnez-moi, et nous prévoyons d'en créer, eh bien, leur apprendre tout à fait l'opposé de ce qu'on leur apprend dans les UFM aujourd'hui. Il faudra recentrer la formation des enseignants sur les compétences disciplinaires et surtout leur donner le sens de leur mission et de la noblesse de leur mission. Parce que les enseignants n'ont pas seulement entre leurs mains des intérêts particuliers des élèves qui leur sont confiés, ce qui est déjà énorme, mais ont également entre leurs mains l'avenir collectif de la nation. Voilà. Donc, il faudra peut-être extirper un certain nombre d'idéologies tout à fait pernicieuses qui sont là, qui se sont insinuées de longue date dans les consciences enseignantes. Pour redresser, excusez-moi, pour redresser l'école, il faudra donc effectivement que les maîtres redeviennent des maîtres, ne prétendent pas être les égaux des élèves, en prétendant monnayer, souvent c'est le cas, et la raison, avec eux, une incertaine paix sociale, et soient pleinement des maîtres. Eh bien, c'est l'un des engagements que prend notre candidate par ailleurs. Et puis, et je pense qu'on aura une certaine symétrie entre les deux parties de mon propos, il faudra également, notre candidate s'y engage, eh bien, parvenir à permettre à chaque enfant de se réaliser selon ses compétences. Pour cela, il y a un impératif absolu, et je remercie une nouvelle fois Hubert pour ses contributions éclairantes à cette partie-là de nos travaux, c'est la revalorisation de la voie professionnelle. Il faut absolument, c'est l'une des clés de voûte
de la réforme dont notre système d'enseignement a tant besoin, il faut que l'entrée dans la voie professionnelle ne soit plus du tout vécue, ni par les jeunes, ni par leurs familles, comme une relégation, ce qui est aujourd'hui presque exclusivement le cas. Nous connaissons tous, nous en parlions tout à l'heure, du fait que beaucoup de jeunes révèlent des aptitudes extrêmement précoces, des aptitudes à des métiers manuels et techniques de façon extrêmement précoce. Pourquoi, au titre de l'égalitarisme extrêmement négatif que je décris tout à l'heure, leur interdit-on de s'orienter, même précocement, vers la voie professionnelle? Ça n'a aucun sens, bien entendu. On condamne ces enfants à être malheureux, on les condamne évidemment à l'échec scolaire, à la perte d'estime d'eux-mêmes, et cela n'est pas bon pour le système dans son ensemble, parce que d'autres enfants qui se seraient peut-être réalisés plus facilement en étant pas justement dans les mêmes classes que ces enfants-là, ne peuvent pas se réaliser autant que s'ils n'avaient pas été là. Bon. Alors les choses sont claires. Le collège unique dont j'ai parlé tout à l'heure, il sera supprimé au cours du quinquennat. Évidemment, cela ne se fera pas du jour au lendemain. Pour un quinquennat, il suffira, bien entendu, mais on supprimera le collège unique. Articulé à une proposition qui était déjà dans le projet de Marine Le Pen de 2012, qui est la proposition de permettre l'entrée en apprentissage à partir de l'âge de 14 ans échus, eh bien, l'on repensera le collège. Nous avons beaucoup travaillé cette question-là. Le collège devra effectivement permettre, à la fin de la 5e, eh bien, la 4e, ça sera modulable, hein, le critère, ça doit être l'âge, aux enfants, de commencer à entrer en apprentissage. Je dis bien aux enfants parce qu'on est encore enfant à cet âge-là. Donc il ne s'agira pas, évidemment, comme la Jade Vallaud-Belkacem face à notre candidate, attachée de lui faire croire aux Français, aux téléspectateurs, en évoquant même, si ma mémoire est bonne, que l'apprentissage se ferait dès l'âge de 12 ans, ce qui est mensonger, on n'a jamais proposé cela, bien entendu. Il ne s'agira pas, bien entendu, de condamner les enfants à demeurer dans une voie qui ne serait pas la leur, parce que cette réforme du collège, avec la possibilité donc d'entrer en apprentissage à 14 ans échus, eh bien, supposera que soit maintenu, c'est une autre des propositions de notre candidate, un système d'alternance, proposition engagement 107, développer massivement l'alternance, et bien entendu que soit possible par un système de passerelle le retour des élèves qui ne voudraient pas continuer dans cette voie-là, de pouvoir réintroduire, retrouver la voie générale, eh bien, à partir de la seconde ou bien même du courant 3e. Voilà. J'ai peu parlé de l'université, j'en dis quelques mots. Ce dont souffre notre université, c'est pareillement finalement que le collège, eh bien, le principe parfaitement idéologique sur lequel il ne faudrait surtout pas opérer de distinction, de sélection. Il est bien clair que nous voulons, nous le proposons, notre candidate s'y engage, engagement 106, eh bien, à introduire de la sélection à l'université, une sélection qui soit, elle aussi, bien entendu, c'est l'impératif absolu, qui soit une sélection juste, qui soit une sélection qui s'effectue sur la base de ce critère, qui est le critère même de l'équité, qui est le mérite. Et à cet égard, bien sûr, nous prévoyons quelque chose qui a été supprimé et que les conseils régionaux, alors que ce n'est pas dans leurs attributs en principe, essayent, pour mettre un sort de pansement sur une jambe de bois, de réinstaurer, que sont les bourses mérites. Il est bien entendu que nous voulons instaurer pleinement les bourses de mérite parce que les plus méritants des étudiants doivent évidemment bénéficier du soutien de l'État pour la poursuite de leurs études. Enfin, et pour terminer sur cette présentation des engagements de notre candidate, nous tenons, et c'est son engagement 106 également, eh bien, nous tenons à préserver cette spécificité du système français d'enseignement supérieur, qu'est la coexistence des universités et des grandes écoles. Et donc, nous sommes en réalité les seuls. Nous sommes les seuls à nous engager pour la défense des spécificités des classes préparatoires aux grandes écoles. Nous aurions tort de ne pas le faire parce que c'est sans doute dans la situation actuelle du délabrement profond que connaît notre école, l'un des derniers îlots de l'élitisme républicain, de sorte qu'en quelque sorte, les classes préparatoires aux grandes écoles, eh bien, c'est un modèle pour le redressement de notre système d'enseignement que promet le projet de notre candidate.
Voilà, je vous ai donc présenté en deux moments, d'une part donc, les analyses de la situation actuelle, d'autre part en quelque sorte brosser le portrait des engagements de Marine Le Pen pour l'école et pour l'université. Pour passer la parole à Julien, je suggère de l'échange s'engage en politique. Honneur aux dames. Honneur aux dames, on est d'accord. Mais j'ai pas besoin du Non, micro, je pense qu'on m'entendra très bien. Ouais, ça marche. Voilà, je voulais juste préciser, je m'appelle Diane.